Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the Jack, le King toujours en vacances. Bonjour monsieur, comment ça va? Salut Guillaume, je vais bien, merci. Eh ben, Ça va. formidable, formidable. Alors là, on va faire une petite revue des actualités du moment et surtout, là vous êtes parti pour une petite heure de masterclass sur la structuration d'une carrière de 4 à 44 ans. Vous allez avoir toutes les clés et non, la réponse n'est pas juste signer avec Fernand Lopez au Management Factory et l'avoir comme coach. Vous allez voir, il y a pas mal d'autres possibilités. Alors on va commencer par les actualités du moment, Fernand. Bien évidemment, Jake Paul, Tyron Woodley. Ça c'est terminé. Toi, qu'as-tu pensé de ce combat? Déçu, je suis un peu déçu de la même manière que les, les boxeurs ont dû être déçus du combat, du précédent combat de Jake. Euh, Parce que à chaque fois quand tu as un représentant de la discipline, parce que tu as un Oulet, on peut dire ce qu'on dit, ce qu'on veut, c'est un ancien champion de l'UFC. Et donc, hier soir, il nous représentait et c'était pas terrible. Il n'a pas été présent. Donc, du coup, un peu déçu, mais sinon, le combat en lui-même me fait encore penser que euh, faut, jusqu'à preuve du contraire, si on a un show où il y a quelqu'un qui ne vient pas de la discipline, qui vient d'ailleurs, qui vient d'une autre discipline, qui est nouveau dessus, s'il s'entraîne correctement, comme Polydomso le fait en ce moment, ça peut être intéressant. Si tu t'entraînes sérieusement et tu peux apporter un show, parce qu'il a été là, Jake Paul, il a été là, il a montré beaucoup d'évolution, beaucoup de progression sur la stratégie de combat, sur la manière de se déplacer. C'est pas un excellent boxeur, mais il a montré quelque chose de correct parce que pour arriver au niveau de champion du monde de MMA, il faut avoir fait un certain nombre de rounds, de rounds de boxe aux entraînements. Et malgré toute l'expérience de Woodley, il n'a pas réussi à mettre mal à l'aise euh, euh, Jake, mis à part la puissance qu'il a mis à un moment donné, qu'il a envoyé dans les codes, mais sinon, rien de spécial. Donc, du coup, ouais, un peu déçu que ce soit comme après, les juges sont fous, parce que c'est pas, je, il faut être fou pour avoir jugé tel qu'ils l'ont fait. Non. Euh, Boudet s'est fait déborder. Woodley s'est fait déborder complètement. Et toi, justement, quand tu vois là, ça y est, que ce genre de choc-là entre, c'est de plus en plus accepté, est-ce que c'est une bonne nouvelle, toi, tu trouves, pour le sport, et tu te dis, finalement, il y a de la place pour tout le monde, parce que là, on l'a vu, hein, mine de rien, la carte, quoi qu'on en dise, elle était de qualité jusqu'à ce combat-là, dans le sens où c'est même assez rare qu'il y ait des gros pay-per-view avec des Daniel Dubois, avec même un combat pour le titre juste avant, enfin, c'était quand même assez impressionnant. Absolument, je suis persuadé que c'est le sport. N'en déplaise aux puristes qui veulent avoir un mec qui a structuré sa carrière et construit sa carrière en mode. J'ai commencé la boxe anglaise très tôt, je l'ai fait toujours et puis je suis arrivé au haut niveau. Mais non, je pense qu'aujourd'hui on peut avoir des personnes qui débarquent dans le sport à partir du moment où elles respectent le règlement intérieur de la discipline, qu'elles apprennent la discipline, qu'elles s'entraînent dans la discipline. Euh, En tant que promoteur, en tout cas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de me positionner dessus en me disant, quand j'ai des personnes qui comprennent la discipline, qui apprennent la discipline et qui peuvent se mettre dans une fight card où il y a de l'action de la discipline, si elles ont un intérêt spectaculaire parce que elles apportent de l'entertainment, ça tient là. Et ben voilà. Et là maintenant on va passer à l'UFC parce qu'il y avait aussi un week-end UFC, enfin une soirée UFC avec Giga Chikadze qui affrontait Edson Barboza. Il n'y a pas eu beaucoup de tweets de la part de Fernand lors de cette soirée de MMA, donc ça se passait seulement sur RMC. Alors qu'as-tu pensé, toi, de la victoire de Giga Chikadze et est-ce qu'il est le futur ou pas de cette catégorie fédérale? Parce qu'il y en a pas mal qui commencent à se dire futur contender. Il y a quelque chose à faire. Il a définitivement un striking qui n'est pas qui est hors du commun. Sa carrière au Glory l'a beaucoup aidé.
C'est bizarre parce qu'il a un palmarès, c'est le genre de palmarès qui m'aide, qui me plaît en fait. Pour moi, regarder certains de mes athlètes en management qui ne sont pas si brillants, mais qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Il n'avait pas trouvé sa voie. Il débute sa carrière de MMA avec une défaite. Ensuite, il enchaîne quelques victoires pas très brillantes. Je pense qu'il rentre à l'UFC, il est à 8-2. Il échoue au Contender Series en 2018. Ensuite, il repart, il rentre à l'UFC en short notice à un moment donné. Il gagne quelques combats. Mais finalement, là, je pense qu'il est sur 7 victoires consécutives. Non, je pense que il pourrait devenir le futur de la catégorie. Il a quelque chose il a le cœur, comme généralement les Georgiens. Et puis, il a une arme fatale, son middle qui tue, qui gêne, qui est très embêtant, qui tue le bras arrière si jamais tu le bloques, qui tue ton foie si tu ne le bloques pas. Enfin, il y a quelque chose. Surtout que comment il finit son adversaire, c'est une série quand même d'anglaise où c'est pas forcément les jambes. J'aime bien. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, attention, c'est pas simple sa catégorie. Hein. C'est pas là où tu vas pas débarquer comme ça et t'amuser n'importe comment. Mais il devient un sérieux contender. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et sur le reste de la carte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, toi, t'a marqué particulièrement ou c'était vraiment le main event là qui a marqué les esprits? J'ai beaucoup aimé mon ami Abdul Razak du Ghana. Ça me fait plaisir qu'il ait retrouvé le chemin de la victoire. Il était sur 3 défaites consécutives. Il marque une victoire assez importante pour l'Afrique. Et surtout, je suis content pour lui parce que cette défaite coïncide avec une période où il a eu des soucis juridiques, des accusations qui finalement étaient fausses, mais des accusations compliquées aux États-Unis. Il a lutté contre ça. Je pense que je n'ai pas envie d'enlever le crédit à ses adversaires, mais je pense que ça y a contribué. Il est sur 11 victoires. 11 victoires par finish, essentiellement des KO ou des TKO, alors que le mec vient du judo. C'est un bordel. En tout cas, en termes de show, pour un promoteur, c'est un bordel de pouvoir être aussi agressif. C'est bien. J'étais content pour lui de voir ça. Et est-ce que tu penses d'ailleurs qu'il pourrait aller plus loin dans cette catégorie heavyweight ou middleweight pardon, ou c'est quelqu'un qui va surtout être un animateur en termes de highlight globalement? S'il ne trouve pas un mentor, un bon coach qui va lui donner sa voix, il pourrait devenir le mec qui gagne souvent et perd souvent. Il a une grosse patate, mais il ne trouve pas encore la stratégie pour garder le combat dans la distance qu'il veut. Ça veut dire que il va s'adapter en mode je suis un guerrier, je suis un bagarreur, je pense que tu m'apportes et je gère avec, j'envoie ce que j'ai. Il manque le truc où tu vas sur la fin de carrière faire ce qu'on appelle la stabilisation de ta stratégie, du système technique. Je vais stabiliser à un moment donné où je sais que là, je suis bon. Ça, c'est mon secteur. Si je garde le gars dans ses environs, il va être mal. Je vais toujours trouver la solution pour le défendre, pour le descendre. Il n'a pas encore ce truc-là. Et c'est ça qui m'inquiète. Du coup, sa méthode est énergivore. Chaque patate qu'il envoie, il met beaucoup d'énergie. Et si jamais ça ne couche pas tout de suite, il peut se retrouver face à des gros ennuis. Parce que en termes de gestion d'endurance et tout, c'est pas évident pour lui. Donc, j'espère que rapidement, il va trouver son chemin en termes de technico-tactique qui va à son profil à lui et stabiliser sur cette partie-là. Affaire à suivre, en tout cas. Et donc là, cette semaine, il y a Thomas Spinal qui revient. Thomas Spinal qui avait affronté Alan Baudot il y a quelques mois, vu par les Anglais comme un grand espoir chez les heavyweights. Toi, que penses-tu de Thomas Spinal en tant qu'expert, mine de rien, et producteur de heavyweight de grand talent? Je pense que c'est un tueur, Thomas Spinal. J'ai eu beaucoup d'occasions de le croiser sur mon chemin, finalement. Il a
C'est bizarre parce qu'il a eu une défaite contre un ami, Satish, c'est un Indien. On appelle l'Indien fou. C'est maintenant un manager et un promoteur en Hollande, à Den Haag. C'est un poids lourd. C'était un poids lourd. Mais à part ça, il a battu un de mes élèves, de mes protégés, Sofiane Boukishou. Il a sur une blessure, mais c'était voilà, quand Sofiane met un low kick et il bloque le low kick et il check le low kick et puis fracture. Et mais sinon, il bat Alan Bodo très intelligemment. Il échange de beau et putain, il a un striking énorme. Il se rend compte que Alan Bodo peut capitaliser à un moment donné sur le striking. Il ne prend pas de risques, il l'amène au sol, il prend la montée, solide black belt, il finalise en TKO. Fantastique. Je pense que c'est le futur, que ça pousse derrière et c'est très bien pour challenger ceux qui sont en place en ce moment. Parce que non simplement la longévité des poids lourds va s'étendre un peu plus. Et du coup, l'accélération de ceux qui arrivent derrière va monter en puissance. Quand tu vois comment l'UFC le pousse, là, il va combattre le 4 septembre en co-main event contre Sergei Spivak. Sergei Spivak, à moins qu'il y ait la magie qui se produit, ça va mal se passer pour lui. Sergei Spivak s'est entraîné avec nous au MMA Factory à un moment donné. Donc, il a des victoires, mais c'est pas brillantissime. Voilà quoi, c'est pas, il est bien, il est décent. Mais son dernier combat, par exemple, contre Olenik, en termes de cardio, il était aussi épuisé que Olenik. Il n'arrivait pas à envoyer un coup, c'était dur. Il y a de la place pour Tom. Je pense que Tom, il va le mettre bien. Et ensuite, on va lui envoyer des bons noms. Comme on l'a déjà fait, hein, comme on lui a donné à Arlovski, mais je pense que là, on va lui donner quelqu'un de beaucoup plus solide, de classé. Et du coup, on va pouvoir ressentir ce qu'il a. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose, qu'il a... Futur contender? C'est un futur contender, sûr. C'est que techniquement, il est au-dessus de la plupart. Physiquement, je suis pas sûr. Physiquement, je suis pas sûr encore. C'est-à-dire physiquement dans plutôt sous-dimensionné ou c'est dans quel sens? Est-ce que est-ce qu'il pourrait gérer, est-ce qu'il pourrait utiliser sa gestion de l'effort complète dans la durée et maintenir ce type d'effort? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il pourrait faire un combat où il y a de l'échange longtemps et ne pas baisser en termes de régime? Je ne sais pas encore. Je sais qu'il a une bonne team, il s'entraîne très bien, il est motivé par le gars qui va faire d'ailleurs le main event sur sa carte, Darren Till. C'est un peu son mentor. Maintenant, techniquement, je pense qu'il est vraiment au-dessus de la plupart des gars. Et dans tous les domaines. En boxe anglaise, il a fait des combats en boxe anglaise, il est bien. Et donc, il faut qu'on voit ce que ça donne en termes de s'il est poussé sérieusement, physiquement, est-ce qu'il a une solution pour s'adapter? Est-ce qu'il a une carte pour jouer? C'est-à-dire qu'il y a chacun qui a une carte pour jouer à un moment donné. Tu prends un gars comme Cyril, il a la carte du football. Que si tu le pousses trop, il va pouvoir faire la magie avec les déplacements pour créer de l'espace et respirer, pour pouvoir toucher clean. Est-ce que si ça part en mode bagarre, est-ce qu'il va maintenir cette interdistance? S'il y a ces mecs lourds là, les Polynésiens là, les Néo-Zélandais qu'on a qui frappent comme des sourds muets, est-ce que si ça arrive dessus, est-ce qu'il va se retrouver obligé d'échanger avec eux au point de se retrouver en situation de 50-50, ou est-ce qu'il a la capacité de placer son footwork, le fight IQ, de se dire, OK, je vais un peu bouger parce que si ça change chaud, je peux descendre à un moment donné. C'est la question qu'on se pose. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personnalité, j'aime le personnage, j'aime beaucoup le mode de construction dans lequel il a été formé.
J'ai échangé avec son papa, monsieur très sympathique. J'ai de bons espoirs en lui. Et là, cette carte-là de ce week-end devait initialement être à Londres, donc à l'O2 Arena, finalement délocalisée à Vegas, à Las Vegas, donc pour l'UFC Vegas 36, si je ne m'abuse, à l'UFC Apex. Comment t'expliques le fait que l'UFC pousse autant ses combattants anglais? Parce qu'on voit là aussi Paddy de Buddy Pimblett qui va faire ses débuts à l'UFC. Et pareil, t'as tout l'appareil médiatique qui est lancé pleine balle, alors que personnellement, hein, je pense que ça va être quelqu'un qui va être une des stars de l'organisation, mais je ne pense pas spécialement qu'il va être un futur champion. Clairement, il n'ira nulle part. C'est... Bon bah c'est, Oh, voilà, plus clair que moi, oui, oh. c'est... Non, Paris Pimblett, c'est bon. C'est que... je connais parce que il est bon. Il est bon à ses niveaux. Il a battu deux gars du MMA Factory. Il est solide, quoi. On a beaucoup de matchs qu'on a fait contre son équipe. Les deux équipes se connaissent bien. Mais Paris, il a beaucoup de retard sur la boxe, beaucoup de retard sur la lecture. Dans sa catégorie, ça va trop vite. Les gars lisent beaucoup le game, c'est chaud pour lui. Maintenant, c'est un mec qui a du cœur, c'est un mec qui sait soulever la poule. Il a tout, tous les Irlandais avec lui, il a tout le pays des Galles avec lui. Enfin, c'est bien ça. Donc, du coup, pour le développement du MMA, de l'UFC notamment, l'invasion de l'Europe passe par des nouveaux mecs qui vont remplacer Conor. Et il endosse bien ce rôle-là. Il n'a pas peur de dire qu'il peut battre Conor, quoi. Il n'a pas froid, non. Il est à l'aise, quoi, de dire qu'il veut qu'on lui donne connaît et qu'il va le mettre bien. Donc, il a cette grande bouche-là. Il est un bon finisseur. S'il te met la main dessus, il ne te lâche plus parce qu'il a un sol plutôt correct. Il n'a pas une bonne lutte. Donc, du coup, tu peux avoir un bon sol. Si tu peux pas amener au sol, ça va être complexe. Il n'a pas une très bonne boxe, mais par les complètes, c'est un solide. Encore une fois de plus, quand tu en veux développer l'Europe, tu as besoin de développer les Français, tu as besoin de développer les Anglais, parce que tôt ou tard, dès qu'on a stabilisé avec le Covid, que le Covid soit fini ou pas fini, quand on a stabilisé avec la manière de faire la promotion sans avoir des complications sur les restrictions de voyage, l'UFC va replonger sur l'Europe et l'Europe, c'est la Pologne, c'est l'Angleterre, c'est la France et donc du coup, gros bastion en Angleterre pour qu'on puisse développer correctement parce que le Cage Warrior a fait un excellent boulot là-bas et qu'il a déjà une grosse fanbase avec Paris Public qui combat à Londres, c'est une grosse fanbase. Tu sais que tu arraches du monde, quoi. C'est sûr. Donc, oui, non, je comprends complètement. Je vois dans quelle direction va le développement de l'invasion de l'Europe pour l'UFC. En tout cas, ils ont très bien géré l'arrivée de Paddy de Buddy Pimblett, qui était jusque la star du Cage Warriors, et donc maintenant, là, qui signe enfin à l'UFC. Place au gros sujet du jour. Structuration d'une carrière de MMA de 4 à 44 ans. Alors là, vous avez quelqu'un, vous avez de la chance, hein, mine de rien, qui a une certaine expertise dans le domaine, qui a justement accompagné des combattants qui sont dans diverses organisations, qui a aussi quelque chose, une philosophie qui t'est chère, c'est justement cette, comment tu appelles ça, ce double projet, le fait d'avoir une carrière de combattant, mais aussi une carrière ailleurs, et tu l'as montré avec différents athlètes, que ce soit en termes de coaching, ou alors dans le côté entrepreneuriat, ou alors dans les médias comme avec Taylor, qui est aujourd'hui commentateur UFC. Donc vas-y, je mets une petite pièce dans la bible du MMA Fernand Lopez, et c'est parti, hein. C'est gentil, l'intro que tu fais dessus, elle est gentille, mais c'est pas aussi vrai que tu le dis. Euh, En tout cas, parler de structuration, c'est un sujet qui revient souvent. Il y a beaucoup de personnes qui, de manière naïve, j'étais en vacances avec des amis et il y a un ami qui me pose la question, est-ce qu'à mon âge, à 36 piges, je pourrais faire du MMA? Je lui dis, oui, c'est sûr que tu pourrais faire du MMA, mais pas pour la compétition de haut niveau. Et là, il me dit, mais il faudrait être stupide pour que les gars te posent des questions en pensant ils posent la question pour le haut niveau. Moi, je disais pour le loisir. Je dis non, c'est pas stupide du tout.
Il y a des gens qui ont commencé à 30 ans à faire du MMA et qui ont eu un bon niveau. Je dis oui, mais ça c'est facile. Sirigan ou Francis Ngannou, ben, les mecs arrivent, ils ont déjà une bonne base et donc ils ont de quoi aller loin, même s'ils commencent à 30 piges. Moi, je te dis, un mec qui vient de zéro et qui commence le MMA et qui va... Je dis effectivement, tu as raison, mais moi, je ne trouve pas que c'est une question stupide. Il faut poser ce genre de questions. La plupart des personnes, les gens posent la question, est-ce que je peux commencer ce sport? Et donc, je vais commencer par là, de manière en préambule, en disant, le MMA, on peut le faire à tout âge. Vraiment à tout âge. On peut arriver à 50 piges et démarrer le MMA. Enfin, si on a un bon coach qui a été formé et qui peut anticiper sur les contraintes biomécaniques d'un sport de combat comme le MMA, quelqu'un qui peut anticiper sur les besoins psychologiques de l'adhérent, quel que soit le niveau. Si jeune et tout, j'imagine que très jeune, on est sur quelque chose où l'entraînement sera plus dirigé vers quelque chose de ludique. Ancien, on aura plutôt quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de social et donc qui, malgré son moment d'entraînement, va souvent vous parler de la pluie et du beau temps et il faudra que vous soyez disponible pour en parler parce que il est probablement retraité et que ça lui fait du bien de venir à la salle parce que non seulement il s'entraîne, mais il y a de la socialisation. À partir du moment où on a un éducateur sportif qui est habilité à entraîner tous les publics, on ne devrait pas avoir un problème, puisque le principe, même si on respecte les principes de l'entraînement, qui sont la progressivité, la complémentarité sur l'échauffement, notamment pour éviter les risques de blessures, on est quasiment sûr qu'on arrive sain et sauf et on repart sain et sauf à partir du moment où on adapte la pédagogie. C'est pas aux pratiquants de s'adapter à la salle de sport en disant est-ce que je peux venir au MMA Factory parce que là-bas il y a du haut niveau? Non, c'est le contraire. C'est au MMA Factory de s'adapter au public qu'on a. Quand on reçoit un sédentaire, on va lui apporter une pédagogie de sédentaire. Quand on reçoit un confirmé, un débutant, tout ce qu'on reçoit comme public, on est capable, parce qu'on a des coachs diplômés, de pouvoir leur apporter la pédagogie en adéquation avec ce qu'ils ont comme caractéristiques, que ce soit caractéristiques physiques, que ce soit caractéristiques psychologiques. C'est important de pouvoir cadrer ça. Donc voilà, nous, on commence le MMA chez nous à partir de 4 ans. On a, pour moi, je pense que c'est le meilleur entraîneur des jeunes au monde. Pire. Commencer avec 10 élèves, 7-10 élèves, et puis terminer à 250 élèves de 4 à 15 ans, comme l'a fait Sami Faidine. C'est une performance. Si c'était une team chinoise ou une team américaine, on entendrait parler partout. C'est phénoménal ce qu'il a fait comme promotion de jeunes et ce qu'il a fait grandir en même temps de manière concomitante avec sa propre carrière de champion du cage warrior, quoi, d'athlète de haut niveau qui finit champion du cage warrior et qui a encore beaucoup à raconter comme histoire puisqu'il a à peine un quart de siècle, un peu plus d'un quart de siècle. Donc du coup, Fernand. Je me permets de te couper. Donc là, on parle de Samir Faidine avec le MMA Kids du MMA Factory. Donc t'as dit ça commence à 4 ans. Donc justement, par rapport à la structuration du carrière, ça veut dire que les enfants peuvent directement démarrer avec le MMA dès 4 ans et c'est ce que toi, plutôt, tu recommanderais. En fait, il n'y a pas besoin de d'abord faire du judo ou je sais pas, d'abord faire de la lutte. Ah, du tout. Du tout. Moi, je parle de structuration du MMA. Je ne parle pas de structuration des sports de combat. Non, non, je ne veux pas généraliser. Je parle de la structuration pure et simple. Dans le passé, j'ai fait la structuration sur la lutte à la fédération de lutte. J'ai fait la structuration sur le kick ou le muay à la fédération des sports de contact. C'était mon boulot. Je parle de la structuration pure et simple du MMA. C'est-à-dire que si je devais prendre un athlète, un jeune de 4 ans que j'ai envie d'amener à l'UFC à un moment donné pour qu'il soit un joueur champion de l'UFC à 28 ans et qu'il puisse durer sur sa carrière jusqu'à 44 piges. Voilà de quoi je parle.
Je parle simplement de l'idée de la structuration et de comprendre comment ça devrait marcher. De manière générale, moi, je divise la structuration en 4 phases. La première phase qui va aller de 4 ans jusqu'à 13 ans, où on va développer tout ce qui est motricité, développer les premières qualités physiques, développer en tenant compte toujours des aspects. C'est-à-dire qu'on sait que vers 6-7 ans, il y a un ralentissement de la croissance, alors que vers 10 ans, il y a un rebond, une accélération de la croissance. Donc, du coup, on sait que quand il y a une accélération de la croissance, il y a une grosse fatigabilité à un moment donné. Et donc, en tenant compte des âges d'or, l'âge d'or de la force, l'âge d'or de la vitesse, enfin, tous ces paramètres et tout vont me permettre de pouvoir développer et structurer une carrière. Dans un premier temps, le jeu, c'est la base, c'est le jeu de se dire que quand on parle de 4 ans jusqu'à 6 ans, il est inutile de vouloir faire très sérieusement le MMA. On va commencer à donner des indications du MMA avec des jeux d'opposition. Les jeux d'opposition en lutte, ça va être, par exemple, parce que j'ai un genou à terre, mon partenaire en face, il a un genou à terre, et donc on va lutter, mais en éliminant l'appréhension de la hauteur. Du coup, je peux faire tomber le gosse qui est face à moi sans qu'il n'ait peur, puisqu'il tombe du genou, il ne tombe pas des pieds, il n'est pas sur ses pieds, il n'est pas de la hauteur. Et donc, du coup, on commence à avoir des notions de la lutte, on commence à développer ce qu'on appelle le cran, l'adresse, ces qualités physiques qu'on ne peut développer que très tôt. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple du gars qui fait la moto, l'italien Valentino Rossi, si vous faites de la moto et que vous pensez que vous avez démarré à 16 ans à faire la moto et la coucher sur une piste, comme vous voyez Valentino Rossi faire, c'est quasiment pas possible parce que vous avez déjà vous avez déjà la conscience des risques que vous prenez. Alors que quand vous commencez un peu plus tôt, vous avez moins de conscience et vous avez le temps d'intégrer et de greffer le cran dans cette qualité physique, cette qualité mentale qui va venir aider pour pouvoir faire ces actions compliquées de la vie. Et donc, du coup, je parlais de cette année, dans cette première année où on va placer ces petits éléments un à un et on va éviter certains trucs. Par exemple, sur la première phase, on va éviter de faire des séances d'entraînement qui vont durer plus de 45 minutes en intégrant beaucoup de jeux dessus, en ajoutant des jeux d'opposition avec des points marqués, parce que si on veut imiter la boxe, au lieu de faire de la vraie boxe, on va faire du toucher épaule, par exemple. On va commencer à s'habituer à éduquer les jeunes à mettre des bandages, mettre des gants de boxe, toucher épaule sans être touché. C'est le principe même de la boxe. Si vous avez un Sirigan qui est capable de dire mon jeu, ça va être de toucher, ne pas être touché, par la même chose s'applique chez les gosses à partir de 4 ans. Comment je touche et comment je ne me fais pas toucher. Si vous intégrez déjà ça à un petit jeune, vous êtes très bien parce qu'il y a ces notions ludiques dessus, le respect des règles, la socialisation, de pouvoir accepter la loi, comment elle a été faite. On gagne si on a marqué 10 points. Si j'ai pas marqué 10 points, j'accepte le côté de la défaite. Enfin, c'est tout ça, la construction et la structuration déjà du jeune. Mais comme on n'a pas encore ce qu'on appelle la mémoire surexclusive chez le jeune, on ne peut, à partir de cet âge, donner des instructions très complexes. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné dans la vie du jeune, quand il a 4 ans, quand il a 6 ans, quand il a 5 ans avant d'avoir 6 ans, il est sur ce qu'on appelle la mémoire surinclusive. Ça veut dire que pour vulgariser ce que j'ai envie de dire, c'est que le cerveau ne va pas pouvoir capter plusieurs informations à la fois. Pour pouvoir, excusez je sais qu'il y a des gens très fragiles sur les comparaisons animalières et humaines, mais pour pouvoir comparer, c'est quand j'éduque un chien pour aller rapidement, je vais utiliser des mots simples. Couché, assis, debout. Quand je vais former un enfant, je vais lui apprendre à pousser, je vais dire tire, je vais dire soulève. Je ne peux pas dire soulève une jambe, mets le crochet arrière, fais tomber, bascule sur le côté parce que ça fait beaucoup d'informations pour sa mémoire surinclusive. Et à partir de 7 ans, on entre dans le monde de la mémoire surexclusive où il s'ouvre un peu, où il peut avoir plusieurs tâches qu'on peut accommoder dans sa manière d'intégrer les informations. Et à partir de là, on va commencer tout doucement à intégrer de la technique et de la spécificité
du MMA. Et vous serez surpris comment, à cet âge-là, ils sont déjà capables d'assimiler les techniques correctes, du déplacement correct, du déplacement antérieur-postérieur, du déplacement latéral, des jabs, des retraits de buste, de toucher, ne pas être touché. Ça devient un peu plus précis. Ensuite, on va continuer à développer tout ça vers la période de 9 ans et on sait que sur cette période-là, par exemple, on va éviter tout ce qui est travail anaérobie lactique. Donc, je vais plutôt rester sur quelque chose qui est aérobique, quelque chose qui a une intensité moins forte parce qu'il n'y a pas encore tous les enzymes pour assimiler et gérer la production de lactate dans le corps. Je vais proscrire ce genre d'effort qui peut être délétère parce que ça pousse à la sécrétion. Tout ce qui est entraînement anaérobie, où il n'y a pas de production, il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui rentre en compte et qu'on fait des mouvements très bustes et très forts, va nous amener sur une production d'adrénaline et de noradrénaline qui est néfaste pour la physiologie de l'enfant. Donc, on va le garder sur une forme de corps, une forme de travail qui va être plutôt de l'endurance, du développement de la vitesse, ce genre de trucs. On va éviter la force, par exemple, parce qu'au niveau de la force, pourquoi on évite la force? C'est pas parce que, comme on le pense, la plupart des gens pensent que les jeunes ne grandiront pas s'ils font de la force et qu'ils sont tout petits parce qu'ils ont fait de la force. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de est-ce que l'oiseau vole parce qu'il a des ailes ou est-ce qu'il a des ailes pour voler? Ça veut dire que concrètement, est-ce qu'un mec qui fait l'haltérophilie est petit de taille parce que l'haltérophilie l'a rendu petit? Non. Il est petit de taille parce que par sélection naturelle de la vie, les gens qui sont performants sur l'haltérophilie ont plutôt le rapport d'être endomorphe, petite taille et assez rapide pour que la course de la charge soit petite et qu'ils puissent arracher des charges plus facilement, arriver sur la performance. Est-ce que le basket fait grandir? Non. Si vous n'êtes pas amené à être grand de taille, vous pouvez jouer au basket autant que vous voulez. Vous ne grandirez pas grâce au basket. Il se trouve que les meilleures équipes au monde de basket sélectionnent au bout de la pyramide ceux qui sont grands de taille parce que ça apporte des qualités qui sont efficace pour le basket. C'est la même chose pour la force. On ne va pas dire qu'on ne va pas éviter de faire la force au gauche parce que ça les rendrait petits comme on pense, mais on va éviter de faire la force au gauche parce que pour faire la force, il faut que les muscles se contractent. Il faut une tension musculaire. La tension musculaire, c'est fait parce que sur 2 points d'insertion, c'est dur et ça ne se décroche pas. Sauf que les muscles sont liés à des tendons qui sont liés sur ce qu'on appelle le cartilage de conjugaison. Sur un os long, par exemple, vous avez au milieu ce qu'on appelle la diaphyse, au bout, vous avez les épiphyses, au-dessus des épiphyses, vous avez ce qu'on appelle le cartilage. Et ce cartilage-là, quand il est encore en croissance, s'appelle cartilage de conjugaison. C'est un cartilage qui est fragile et qui peut s'arracher, qui amène souvent aux arrachements osseux. S'il y a contraction musculaire, donc une tension forte, ce qu'on appelle les efforts maximaux, il y aura une tension sur le tendon qui va aller tirer sur le cartilage de conjugaison qui est encore en croissance, qui n'est pas solidifié, et il y aura peut-être un arrachement osseux. Donc, on proscrit de ce fait la tension musculaire très tôt. Effectivement, quand on commence à approcher de 13 ans, on va commencer à faire ce qu'on appelle les notions de développement de force avec le poids de corps. Mais voilà, la première partie qui est la structuration avec le développement de ses qualités physiques, les qualités moteurs, la découverte, l'apprentissage des techniques simples, et puis progressivement sur la deuxième phase, entre 13 ans et 16 ans, on aura le début de l'apprentissage de quasiment tout type de techniques, pas les techniques pointues, mais quasiment tous les types de techniques. Et on va commencer à rentrer dans la spécificité du sport, avec les vraies règles du sport, avec cette fois-ci de la touche, pas de l'impact fort sur le visage, mais de la touche, des aminos au sol, de la vraie lutte,
du grappling avec des postures, mais ça en évitant tout ce qui est étranglement, soumission, clé de talon, tout ce qui est en torsion, tout ce qui peut apporter une contrainte biomécanique, d'où la nécessité de passer les diplômes pour comprendre la spécificité des contraintes biomécaniques ou physiologiques du corps, la spécificité sur l'OMMA. Ça permet d'aller jongler dessus, de faire de l'apprentissage dessus au gauche sans les amener, sans mettre leur santé en danger. Et ensuite, on a la phase entre 13 ans, 16, entre 16 ans et 20 ans, où on a le perfectionnement sportif. On arrive sur le gros perfectionnement où on va faire la technique parfaite, le geste parfait. On commence à utiliser toutes les méthodes de préparation physique possibles parce que le corps peut digérer ce qu'on veut. On va commencer à faire beaucoup de force, c'est-à-dire que vraiment le développement de la force max, donc effort maximaux, tension maximale. On va pouvoir aller sur le développement de la capacité lactique avec une poussée vraiment au plus profond pour aller chercher des séances dures. Les principes, c'est pareil, c'est que la charge de travail dans les cycles que je viens de vous donner sont différents. Quand on est sur la première phase, on est sur une charge de travail, ça se calcule simplement par le produit de l'intensité et du temps de travail. C'est là ça qui fait la charge de travail. Donc, si je vais diminuer la charge de travail, je vais faire un temps de travail moyen. Je vais vous parler des 45 minutes quand on a commencé. Quand on arrive sur les 13 ans, on va faire 1 heure max. Quand on arrive sur les 16 ans, 20 ans, on va faire de 1h30. Mais encore une fois de plus, avant la puberté, on va éviter de faire des séances trop dures, des séances qui vont nous amener sur une production de lactate qui est un sous-produit qui empêche la contraction musculaire de fonctionner correctement. Et ensuite, progressivement, on va mettre du dosage dessus. Et quand on arrive sur la phase de 16-20 ans, on est sur la phase où on peut mettre de la charge de travail complète. À partir du moment où on peut commencer à tester le jeune parce que c'est là où on rentre dans le dur, c'est là où on rentre dans le professionnel, puisqu'en MMA, à partir de 18 ans, on peut faire du professionnel. Je pense à un petit jeune de la salle qui est super intéressant. C'est Enzo, le fils à Philippe, qui est un athlète intéressant qui vient du Muay Thai, un expert du Muay Thai, alors je pense qu'il a 16 ans encore. J'ai été assez, je le connais depuis, ça doit faire 6 ans que je le connais, mais j'ai été assez réfractaire sur le développement de sa carrière, étant jeune, étant mineur, à moins de 16 ans, à trop le performer, parce que si on pousse trop et qu'il y a moins de ludique dessus, on pourrait griller le jeune, et quand on arrive à la maturité, qu'il n'a même plus envie de faire du sport. Bon, son papa a mené là-bas correctement, comme il pouvait, avec les moyens dont il avait, et il est arrivé à en faire un petit champion qui a déjà un certain nombre de combats de Muay Thai assez intéressants, même si je ne m'associe pas à tout ce qui est combat avant d'avoir l'âge de 18 ans. Je veux que ce soit amateur, qui est du jeu, qui est des jeux d'opposition, mais pas du vrai combat. Bientôt, il rentre dans la phase où il peut rentrer dans le professionnalisme et tout, et ça devient intéressant. Donc, 18 ans, je disais, on a le moment où on va rentrer dans les premières compétitions pro. Le gars devient autonome, il peut travailler de lui-même et ça devient intéressant. Et là, on est sur, je parlais du perfectionnement technique, hein, c'est-à-dire que là, concrètement, on va commencer des sparring durs, on va commencer des vraies oppositions, on va faire du développement de la technique pure, que ce soit sur le grappling, sur la lutte, avec des techniques super efficaces. Dans un premier temps, on développait de la lutte de manière globale. Donc, 13-16 ans, on fait la lutte où on fait le bras à la volée, par exemple. Quand je vais passer le jeune de 16 ans, de 18 ans à 20 ans, je vais éliminer tout ce qui est désuet pour la lutte libre et la lutte olympique. Le bras à la volée, qui est une belle technique de lutte, mais qui passe rarement en MMA, je vais l'éviter parce que même quand ça passe, je me retrouve en danger parce que mon adversaire se retrouve dans mon dos et ça peut être fatal, soit pour le grand impact, soit pour l'étranglement arrière. Je vais garder toutes les formes de lutte qui sont, par exemple, quand on est en lutte, il y a une technique de lutte qu'on appelle le passage en pont. Je vais ceinturer fort les hanches de mon adversaire, je tourne sur moi-même et le fait qu'il tourne avec moi me donne 2 points. Mais quand on arrive sur la lutte des MMA, ça n'a aucune utilité.
de tourner avec lui parce que ces points-là ne comptent pas. Ce qui va compter, c'est le nombre de temps où je le maintiens au sol. Ce qui va compter, c'est la manière dont je vais utiliser ma lutte pour pouvoir frapper en grand temps. Donc, on commence à rentrer dans la spécificité. Si on a utilisé du Muay Thai, par exemple, et que le gars il est bon en Muay Thai, on va commencer à l'intégrer pour que ça devienne un Muay de MMA, pas un Muay de Muay. Parce que sinon, la garde électro pouvait être en Muay et on peut se retrouver en danger. Je préconise d'ailleurs, moi, pour la première partie de la formation, si on en a l'occasion, de commencer par la boxe française. Ensuite, d'avoir cette agilité de déplacement, cette facilité de déplacement, car une fille comme Anissa Meksen, avant d'intégrer le Muay Thai dur dessus, pouvoir fixer les choses et garder l'agilité dans un premier temps, et ensuite remettre du dur dessus. Ensuite, on rentre dans la période où on va stabiliser la performance. Quand on passe de 20 ans jusqu'à 44 piges, c'est le moment où on va commencer à travailler c'est un mot qui n'existe pas en français, c'est masteriser, c'est travailler la maîtrise de la technique. C'est que la technique était, on travaille le développement, la performance de la technique, on travaillait ça s'appelle le perfectionnement technique. Là, on va parler de la maîtrise de la technique, la stabilisation de la technique qu'on a maîtrisée, de façon à ce que quand on arrive sur une compétition comme l'UFC, que ce qu'on fait soit quelque chose de possible de faire, qu'on n'ait pas peur et qu'on n'ait pas crainte de se retourner, passer un coup de coude, retourner, de pouvoir mettre un genou sauté, par exemple. Parce que si on ne l'a pas fait très tôt, je vous parlais de Valentino Rossi avec son histoire de moto, c'est que pour avoir un gars qui est capable de vous faire un pédalo en compétition, un genou sauté en plein combat de poids lourd, il faut qu'il soit à l'aise sur la motricité générale de sa formation. S'il a loupé ça au début, il pourra pas, il aura peur parce qu'il s'est dit, ça ne me rassure pas. Ce qui me rassure, c'est ce qui est face à moi, pas ce qui est derrière moi. J'ai envie d'être sûr que celui que je touche est devant moi. Et alors que si on lui a pris ça très tôt, il va être à l'aise de se retourner et de s'amuser avec Allah. À la manière dont on le fait, comment s'appelle ce jeune avec les cheveux colorés de l'Irlande, de l'Angleterre, Sean O'Malley. Sean O'Malley est capable de faire des coups de pied retournés quand il veut s'amuser parce que pour lui, c'est un jeu. Il a développé le cran très tôt et il n'a pas de problème. Il est à l'aise à pouvoir faire ça. Il ne se sent pas en danger. Et il y a des personnes qui ont commencé un entraînement très sérieux directement et qui savent que se retourner, ça peut être dangereux. Ils ont cette conscience et ça les réduit. Donc, à partir du moment où on va rentrer dans la phase de stabilisation, c'est là où on peut travailler la préparation mentale. On peut approfondir la préparation mentale. On peut aller chercher les points d'ancrage très forts pour pouvoir maintenir la performance et pouvoir la stabiliser. C'est-à-dire que le tout n'est pas de gagner une fois la ceinture. Le tout n'est pas de gagner une fois. Le véritable truc, c'est comment stabiliser. Comment arriver à maintenir la ceinture, faire comme Dimitri Johnson, il a défendu 10 fois. Et à ce moment, on rentre dans la phase où on peut commencer à travailler beaucoup de technico-tactiques. On développe moins la technique, on est très spécifique sur les adversaires, on ne travaille que grosso modo, quand je suis sur le haut niveau, je ne perds pas mon temps à trop développer un travail en amont qui ne sert à rien. Nassoudine, en vacances, il travaille la technique. Il travaille ce qu'il peut faire. Mais on a besoin d'un nom. Quand on nous donne un nom, Edmond Chabazé, on se met en mission dessus. Ça devient spécifique. Ça devient quasiment à 85% du technico-tactique. Et là, on peut maintenir et stabiliser la performance sportive. Et puis, sur la dernière phase, quand on a dépassé 30 ans, il y a un gros travail prophylactique à faire. Pour qu'une carrière dure, il faut qu'on cherche autour de nous quelque chose de... qu'on essaie toujours de trouver une manière d'enseigner qui soit à la fois bien pour le développement, mais à la fois bien pour maintenir la santé et stabiliser la santé. D'où l'intégration de notre pôle, dans notre pôle de ce préparateur physique, Ryan Gillet, qui a une approche assez prophylactique de la chose. Comment faire pour optimiser les gains de force, les gains de qualité physique, sans plonger complètement dans plonger complètement dans quelque chose de comment dire
de on va dire, nocif, de délétère pour le physique. Parce que le sport de haut niveau, c'est jamais sain. Et donc, comment faire pour minimiser l'impact et l'usure physique malgré le fait qu'on travaille sur le haut niveau? Voilà, grosso modo, très rapidement, hein, je suis passé de manière succincte en évitant tous les détails de chaque catégorie de ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut proscrire, ce qu'on peut faire. J'ai esquivé toutes les complications que je pourrais donner sur le fait de comprendre qu'à un certain moment, les mouvements, quand je parle de perfectionnement à partir de 13 ans, c'est parce que à partir de 13 ans, on commence à voir ce qu'on appelle l'intégration dans le geste technique de ce qu'on appelle le mouvement proactif et rétroactif, que le corps humain puisse à un moment donné euh, euh, décider le mouvement, faire le mouvement ou bien anticiper ce qu'il y aura ou ce qu'il y a eu avant, d'où le nom rétroactif pour faire le mouvement. Et c'est dans chaque catégorie change que je vous donne, c'est choisi parce qu'il y a vraiment une spécificité, une évolution dessus. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, le développeur pur de la force. Pour la force, on sait que les hommes vont commencer à développer la force à 18 ans, développer de manière très puissante, et que les femmes vont démarrer à 20 ans, 21 ans, mais que les hommes vont stabiliser très rapidement les femmes vont stabiliser très rapidement 2 ou 3 années plus tard, on aura déjà une force max, alors que les hommes vont aller jusqu'à 25 ans avant de stabiliser. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte, mais c'est très long. Finalement, faire un plan de carrière. Un plan de carrière, c'est très long. Ce que je viens de raconter là, on peut l'étaler au minima voilà quoi, on peut l'étaler sur le nombre d'années que j'ai donné, ou même si on réduit, même si le gars arrive chez vous à 28 ans, il y a quand même voilà quoi, au minima 2 Olympiades, 8 ans pour étaler tout ça, pour pouvoir poser tout ça en place. Mais c'est bien d'y penser très tôt. Parce que au moment où on est en train de construire, nous les jeunes au MMA Factory, au moment où on développe le MMA Kids au MMA Factory, tout a un but. On a ce qu'on appelle Ambition 2035, on a ce qu'on appelle Ambition 2040. Enfin, on a des groupes où il y a des jeunes qui sont mis dans des groupes spécifiques parce qu'on estime que en 2035, ça va être des tueurs à l'UFC. Et donc, on les développe en avance et on pose de la spécificité, de la technique dessus. Ça veut dire quoi concrètement, justement, ça? C'est Ambition 2035, c'est des jeunes qui aujourd'hui arrivent, qui ont je sais pas trop quel âge, là ils sont déjà mis dans des situations pour performer ensuite. T'as déjà visualisé ça, et comment est-ce que ça s'est mis en place, dans le sens où t'as une discussion, j'imagine, avec les parents, où déjà tu fais par exemple du scouting, où tu détectes les talents dès le plus jeune âge, et est-ce que, aussi, je dis n'importe quoi, moi j'ai mon fils de 4 ans qui veut faire du MMA, est-ce que il y a déjà ils doivent passer, je sais pas, quelques tests pour arriver au MMA Factory, où t'acceptes tout le monde et puis ensuite tu les mets justement dans différents pôles? Non, on accepte tout le monde. Comme je vous ai dit, des fois j'entends des discours qui sont des discours de fous, de malades. Il y a des gens qui vous disent mais c'est pas normal, la self-défense, le Krav Maga, ils prennent des personnes qui sont des mamies qui sont sédentées, ils leur font faire des mouvements, ils leur font croire qu'ils vont devenir des champions. Non, c'est pas ça le truc. C'est le sport. Arrêtez de voir le sport comme une performance sportive. Regardons le sport comme une, une APS, activité physique et sportive. C'est fait pour le bien-être, le wellness, être bien en soi. Du coup, quand on a cet objectif-là, peu importe le niveau, chacun a une performance vis-à-vis de son niveau. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si vous me demandez de prendre un jeune qui n'a rien fait de sa vie, et un jeune qui a fait 2 années de Krav Maga, et donc qui a les réflexes de ce qu'on appelle mouvement proactif ou rétroactif, je prends rapidement le jeune qui a fait 2 années de Krav Maga. Parce que dessus, je peux insérer des choses. Je peux mettre en place des choses. Parce que je peux utiliser ça pour que ça me serve pour des réflexes. Parce que le gars qui est rapide
à faire ce mouvement, son geste. Si je le transforme et qu'au lieu de faire ce geste-là, je le transforme en ça, qui est un mouvement de huracan de karaté, j'ai quelqu'un qui va tromper son adversaire, qui va faire comme s'il va chercher le corps, mais il va ramener l'avant-bras sur le visage et ça me fait un outil de plus pour pouvoir tromper l'adversaire. Donc, pour moi, ça part de là déjà, ça part de l'idée de se dire que je peux insérer tout ce que je veux dessus. Et ensuite, on a eu des réunions avec les coachs, c'est-à-dire que Sami Faidine est le responsable du pôle MMA Kids. En dessous de lui, il y a Marianne qui bosse avec lui, qui est coach, Rizenzwag, Tanushan, Soleil. Je vais juste, j'ai fait l'erreur de commencer à citer parce que je vais pas m'en sortir. Je vais oublier quelques noms, ils vont m'en vouloir, mais je suis désolé. Mais il y a une dizaine de coachs qui travaillent avec Sami Faidine. Donc Sami Faidine, on lui demande, je lui demande d'avoir une sélection à chaque fois et de monter de niveau en fonction des âges et en fonction de la vitesse à laquelle les gars captent. On reçoit la masse comme le tennis. Le tennis de table, il y a, je sais pas moi, j'oublie le nombre de licenciés, je vais dire n'importe quoi, 60 000 licenciés qui arrivent à la fédération et qui s'inscrivent. Donc, c'est une pyramide avec une grande base. Et petit à petit, ils vont faire les départementaux, ils vont faire des petites compétitions régionales, ils vont faire machin. Et sur la pointe de la pyramide, on aura ceux qui vont faire l'équipe nationale de tennis de table pour les Jeux olympiques, par exemple. Et ensuite, de tennis. Et puis, petit à petit, on va chercher l'élite et on va voir ceux qui s'entraînent bien vont être pris dans les clubs et éventuellement devenir des bons tennisman, des Yannick Noah du futur. Bah, c'est la même chose avec le MMA. On reçoit un certain nombre de jeunes et on les met en disant, OK, on pense que ces jeunes-ci, en 2025, ils seront à l'UFC. Alors qu'on prend le cas de Kenzo. Kenzo arrivé au MMA Factory, il était, je crois, il avait 15 ans et Kenzo aujourd'hui, 14 ans, je crois. Et Kenzo aujourd'hui, bah, il a eu son BTS récemment, toujours dans le double projet de pousser, de maintenir les études à côté et d'un autre côté de le faire avancer. Et Kenzo, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd d'ailleurs qui a tellement, le sport lui a fait tellement de bien qu'il est descendu en poids lourd léger et on réfléchit à lui remettre de la masse musculaire pour qu'il reste en poids lourd. Parce qu'il est extrêmement agile, il est un footwork de malade, un coup de malade mental. Tu ne fais pas attention, il te met mal à l'aise très rapidement et tu comprends pas parce qu'il a un babyface, il a un visage un petit visage de bogo gentil, mais c'est un bordel. Et en gros, ce mec-là, je pense que Kenzo, il fait partie du groupe qu'on appelle Ambition 2025 parce qu'il est à maturité. Il n'a pas encore commencé pro, je pense à lui de manière professionnelle, notamment avec Ares, je pense à le placer dessus. Parce que ce jeune-là, il aura une possibilité d'arriver en 2025 sur une maturation à l'UFC. Parce que il a déjà des fondamentaux, des bases, une compréhension des pros. Il est passé de groupe des jeunes à directement le groupe des pros tellement il allait vite. Et il gère avec les pros correctement. C'est-à-dire que les pros au début le ménageaient, maintenant ils y vont plein pot et voilà quoi. C'est un mec qui approche le quintal mais qui n'a pas de problème de cardio quoi. Enfin, il peut faire une séance entière de 2 heures en bombardant et tout, avec une excellente boxe et tout, une lutte décente avec un très bon sol et il se débrouille très bien. Donc, il y a tout ça qui est, il y a tout ça qui est pris en compte, il y a tout ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on a construit les groupes. Et puis, il y a des plus petits qui sont techniquement bons. Et en dessous de Kenzo, il y a un groupe. Est-ce que c'est lui juste, Kenzo, on va dire, dans les jeunes que t'accompagnes depuis le plus longtemps? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir quelqu'un qui est peut-être rentré en MMA Kids ou là, comme tu disais, à 15 ans, et de voir son évolution. Jusqu'à maintenant, quel est le plus ancien de ces jeunes? Sami Faidi. D'accord. Je t'enverrai une photo de Sami Faidi quand il est arrivé à la salle. Il était en fin d'adolescence. Hein. Ok. Et donc, il a fait
il a fait les petits pancras amateurs. Il a fait les petites compétitions de Road to the Contender, de H Production. Il a fait le Contender. Il est devenu champion. Il a même fait, je crois, c'est quoi, c'est le 100% fight où il est devenu champion. Il a plusieurs champions, en fait, il a plusieurs ceintures de cette organisation et il a fini champion au février. C'est à l'ouverture, Samir est arrivé à l'ouverture du MMA Factory, c'était en 2012. Ouais, donc ça commence effectivement à faire un moment, mine de rien. Oui, oui, ça fait depuis le début. Et, donc voilà, on se réunit et puis on va faire des sélections, des groupes, et ils ont des entraînements à part, en particulier. Alors qu'au-delà du grand groupe de 200 jeunes qui sont là à s'entraîner, il y a une cinquantaine qui sont mis de côté et qui sont dans des petits groupes, qui sont des groupes qui évoluent à leur niveau, où on va apporter une certaine opposition, une certaine stratégie de combat, une certaine lecture de jeu pour qu'on arrive sur l'élite de l'élite. Et quand ils sont repérés, donc c'est un travail de détection tout au long de l'entraînement. Et quand ils sont repérés, ils sont montés chez les pros directement. Quand ils sont bons, dès qu'ils arrivent à ce qu'on appelle l'âge biologique mature, c'est bon. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui arrivent à 18 ans, mais qui biologiquement ne sont pas matures. Et vous avez des jeunes qui sont encore à 16 ans et qui biologiquement sont archi matures parce qu'il y a l'appareil locomoteur passif, donc le squelette qui est constitué, il y a les muscles qui sont là, qui sont constitués, la structure pour pouvoir supporter tout ça, les muscles pour pouvoir mobiliser tout ça. Quand ça tient la route et que au niveau de la compréhension, ça commence à capter rapidement les infos, bon, on y est, on peut les faire passer sur le groupe des avancés et des professionnels. Et jusqu'à maintenant, toi, est-ce qu'il y a un talent en particulier dans le MMA Kids qui t'a marqué, où tu te dis oula, là il y a quelque chose à faire? Et autre question aussi qui est complètement différente, mais bon, peut-être que tu arriveras à répondre aux deux en même temps. Comment tu fais justement, enfin avec Samir, pour vous dire, bah quand les jeunes arrivent, je sais pas moi, ils ont 8 ans, donc ça fait déjà peut-être 4 ans qu'ils sont MMA Factory, bah vous n'avez pas encore l'idée de la catégorie dans laquelle ils vont être. Est-ce que l'entraînement varie justement en fonction de ces catégories-là aussi, et de se dire bah peut-être ça va être un lightweight, peut-être un heavyweight? Oh, il y a deux catégories qui sortent du lot, trois catégories qui sortent du lot de manière générale. La catégorie féminine, donc on les met dans une catégorie. On a la catégorie des légers, la catégorie des lourds. On ne sait pas encore ce que ça va devenir au final, mais on va faire des appareillements. D'ailleurs, ça c'est le rôle du coach pour pouvoir gérer la sécurité. Il va falloir faire de l'appareillement, de pouvoir mettre les jeunes avec des personnes soit beaucoup plus anciennes qui ont l'intelligence de ne pas leur faire mal, de se protéger eux et de protéger aussi le partenaire, soit des personnes qui ont vraiment le même poids similaire, le même niveau similaire. Vraiment, c'est un travail, je pense que c'est la plus grosse tâche pour anticiper les soucis, les risques accidentogènes, les risques, ouais, c'est essentiellement ça, les appareillements, de pouvoir, quand on sait qu'il y aura un risque conflictuel parce qu'il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, de pouvoir les séparer rapidement en anticipation et les mettre à l'autre bout de la salle avec d'autres partenaires, de pouvoir anticiper sur la grosse gestion, le différentiel de poids. Quand celui qui est plus lourd n'est pas assez intelligent, c'est pas de sa faute. Il ne fait pas exprès de muscler, mais comme il n'a pas l'intelligence encore de pouvoir préserver celui qui est en face de lui et qui ne contrôle pas sa force, on doit anticiper et ne pas laisser que ça arrive. Ça, c'est le gros boulot que j'aime faire. C'est-à-dire que quand vous voyez un coach qui prend du recul et qui ne se met pas au milieu des athlètes et qui va se mettre sur un piédestal pour prendre la hauteur, ce n'est pas pour défier ses élèves et montrer qu'il est le mal dominant, mais c'est de chercher une espèce de positionnement qui lui donne la vision panoramique de la salle et anticiper sur tous les problèmes des blessures possibles qui peuvent surgir, soit parce qu'elles sont ça parce que ce sont des situations d'accident, soit parce que ce sont des situations de conflit. Il faut qu'on puisse y anticiper très rapidement avant que ça n'arrive à l'accident. Je prends de la hauteur. Le fait de repérer
deux mecs qui sont à distance, qui sont gauchers contre droitiers et qui n'ont pas de casque, je vais anticiper le fait qu'il y ait un coup de tête parce qu'ils sont en garde opposé et non en garde emboîté. Dans ce cas, il y a beaucoup plus de risques que les têtes se rapprochent. C'est à moi de dire juste, les gars, faites attention à vos têtes, elles se rapprochent dangereusement. Ne vous rapprochez. Voilà. Ce petit mot que je viens de donner va peut-être permettre qu'on n'aille pas faire des points de suture quelques heures plus tard à le saut. Donc, les appareillements, la différence de points, on les entraîne ensemble, mais on fait attention à tout ça. Alors, on les entraîne ensemble dans la capacité possible de la salle. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour les jeunes, on a divisé le créneau qui était unique, on l'a divisé 3 fois pour pouvoir avoir dans la même après-midi du samedi et la même après-midi du mercredi plusieurs catégories différentes puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. Et jusqu'à maintenant, ça va être ma dernière question sur le sujet principal. Hein. Quand t'accompagnes les enfants du MMA Kids et puis même qui arrivent un petit peu après jusqu'au monde, on va dire, du MMA professionnel, quand il y a ces ambitions-là, comment ça se passe justement la partie double projet? Parce que le MMA Factory, là, t'es en train d'en faire un véritable centre de formation. Mais je pense qu'il n'y a pas encore, tu vois, les accompagnements que peuvent avoir, par exemple, je sais pas moi, le Stade Rennais ou le Paris Saint-Germain quand ils ont des partenariats avec des instituts ou avec des écoles. Et comment ça se passe justement, toi, concrètement, quand tu dis, bah, va jusqu'au BTS ou va passer tel ou tel diplôme? C'est de l'orientation. Aujourd'hui, comme tu le dis si bien, on n'a pas les moyens de pouvoir, on n'a pas un centre éducatif à côté. D'ailleurs, c'est mon métier de consultant. Je ne l'ai jamais dit ici, mais j'ai un métier caché en plus des casquettes que j'ai déjà. J'ai un métier caché qui m'apporte pas mal de revenus. C'est le consultant, le consulting. J'ai une société de consulting avec des compères très, très calés dessus sur le consulting de construction d'une salle. Comment faire une salle? Comment la construire? Quoi mettre dessus? Vous voulez un partenaire, un sponsor? Vous voulez quoi? On peut vous renseigner dessus. Euh, comment créer un UFC Institute? Quoi faire? Comment mettre dessus le plan structural, comment dire, le planning global, le cahier des charges complet, le budget qu'il faut dessus. On peut vous aider dessus. Comment faire un événement sportif, notamment sur le MMA. On est consultant sur plusieurs organisations, même si ça ne se sait pas puisqu'on a une obligation quand même de rester secret dessus, discret dessus. Mais voilà, en termes de consulting, c'est grosse partie de mon métier. Donc, je sais comment faire, mais c'est pas encore fait parce que la place au MMA Factory, il n'y en a pas assez pour pouvoir avoir des accompagnements scolaires ou en périscolaire. C'est-à-dire qu'après l'école, quand les parents viennent déposer les enfants ou que les enfants qui sont déjà capables de venir tout seuls arrivent à la salle, dans certaines écoles, dans certains centres de formation où je vais apporter du consulting, j'ai conseillé d'exploiter cette terre-là, ou cette demi-heure où on a un battement entre la fin de l'école et le début du cours sportif avec de l'accompagnement scolaire où il y a des personnes un peu plus âgées qui sont au collège, qui sont peut-être à l'université, qui vont faire de la révision et des devoirs aux plus jeunes, leur faire un accompagnement scolaire dessus pour que ce soit fait dans la foulée, que le jeune puisse faire son sport à côté, mais qu'il y ait un contrôle qui fait que son école, son sport dépend de son école et son école dépend de son sport. Ça lui donne une espèce de carotte qui pousse le jeune à avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est le projet sur le développement de la prochaine structure MMA Factory. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà préconisé dans beaucoup de centres de sport à travers le monde, en Afrique notamment, où on a pas mal de clients, et puis du côté du Moyen-Orient. Pour toi, ce serait vraiment l'aboutissement de quelque chose, ça? De mettre en place quelque chose où il y a un véritable double projet intégré, donc là je parle de partenariat ou de choses type sport-études? Absolument. Je m'entends bien avec Gain Yalouz. Euh, J'aimerais, oui, le contacter pour en parler, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'INSEP, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dessus. Mais au-delà de ça,
Euh, Au-delà de ça, ne serait-ce qu'entre nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on discute avec les jeunes. Et puis, il y a certains jeunes à qui on va dire, OK, fais telles études. Au lieu de continuer à vouloir faire ta licence TAPS, peut-être vaut mieux que tu ailles faire un process où tu auras un diplôme d'État parce qu'il va marquer un métier que tu apprends tout de suite et ça sera en cohérence avec ton projet sportif que tu as. L'orientation pure et simple. On a beaucoup de jeunes qui s'imaginent qu'ils peuvent arrêter leur scolarité parce qu'ils vont faire du MMA. Et donc, il est de notre devoir, nous, les encadreurs, de dire non, c'est pas possible. Il y a pas, c'est que l'un des facteurs prépondérants dans la réussite en MMA, c'est ta manière à raisonner. Et la raison vient avec la logique. Ce que tu trouves comme désuet et inutile quand tu fais les mathématiques vont t'aider à comprendre la logique rapidement et peut-être développer tes synapses, à se connecter rapidement pour comprendre une stratégie. Donc les deux vont de pair pour le moment. Vaut mieux attendre encore un peu, évoluer un peu et choisir ton métier parce que c'est encore un métier très précaire d'être combattant de MMA. Il n'y a pas, c'est une grosse précarité et tu te mettras en danger si tu prends ça comme option de pouvoir le faire le MMA. Mais cependant, rien ne t'empêche de travailler dans les métiers du MMA. Donc, ça, c'est mon rôle de pouvoir donner la visibilité ils ne savent pas encore quels sont les différents métiers qui peuvent réunir autour du MMA. Être kinésithérapeute, être je sais pas moi, ostéopathe spécifique sur le MMA, être, je sais pas, préparateur physique spécifique sur le MMA. Ça, on fait beaucoup plus l'orientation, les conseils, le suivi, euh, le suivi scolaire dans la discussion. C'est-à-dire qu'un mec comme Kenzo, je suis de très près ses résultats scolaires. On en parle très souvent dans nos conversations. C'est beaucoup dans ça. Son stage, merci à Boxing Shop qui m'a permis de lui trouver un stage pour ses études et tout, donc un stage en entreprise chez eux. Donc voilà, on va mettre en place un écosystème où on peut appeler des amis, des connaissances qui vont les prendre en stage, les faire évoluer. Au MMA Factory, on reçoit beaucoup de jeunes qui viennent faire les stages de lycée, les stages de collège, le stage universitaire. Voilà un peu, c'est plus de l'orientation parce qu'on n'a pas encore nos dortoirs à nous, on n'a pas encore notre système de scolarité où on pourra accompagner des jeunes sur un système de sport-études. Mais c'est quelque chose, dans les bacs. On travaille dessus pour pouvoir faire quelque chose de grand où les jeunes vont pouvoir se concentrer sur le sport et où on aura l'adaptation avec la région d'Île-de-France et le président au sport. Le président au sport qui nous aide beaucoup et qui nous accompagne beaucoup pour comment ça s'appelle, pour Patrick Caram qui nous accompagne beaucoup sur le développement du sport. Je suis persuadé que le moment venu, quand le projet sera concret, ils vont pouvoir nous aider pour qu'on ait un double projet beaucoup plus concret sur le terrain avec nos jeunes. If you didn't know, now you know. On va passer maintenant aux questions. Et première question qui est directement liée à ce que tu viens de dire. D'ailleurs, j'en profite. Chaque semaine, ça se passe dans l'espace commentaire. Vous posez vos questions. On en sélectionne quelques-unes et Fernand y répond. Donc c'est Baptiste Destayer qui nous posait la question. Question pour le prochain King Energy. Quel est le business model d'une salle de MMA ainsi que du management d'un combattant fixe pour pourcentage sur l'athlète variable? Donc c'est un petit peu compliqué comme question, mais si tu peux y répondre succinctement, même si tu as déjà commencé un peu à aborder ça. C'est pas compliqué, c'est binaire. Ou tu veux faire la langue de bois et tu la fais, ou tu ne veux pas faire la langue de bois, tu ne la fais pas. Tu ne la fais pas, tu dis, les gars, je ne veux pas dire. C'est clair, je n'ai pas envie de parler. Mais grosso modo, en général, le modèle d'une salle de sport va être sur plusieurs revenus. Le revenu premier, c'est les adhérents qui payent leurs cotisations. Donc, quand les adhérents et les combattants payent leurs cotisations, ça permet de payer les charges de la salle et de pouvoir payer le loyer de la salle éventuellement. Deux, les recettes de la salle, très peu de salles en vivent parce que le management est très faible. Le management, ça rapporte très peu. Le management, les tarifs qui se pratiquent, c'est entre 10 et 30%. Nous, au Management Factory, on manage pour 10%.
pour des personnes qui sont dans l'écosystème du factory. Parce que comme ces professionnels-là payent également 10% pour leur entraînement, bah, du coup, on a 10% pour l'entraînement et 10% pour le management. Ça, c'est reversé dans les caisses. Mais dites-vous bien que vous n'avez pas beaucoup de gars qui vont combattre pour 10 gars. Il n'y a pas beaucoup de gars qui combattent pour 10 000, quoi. Enfin, la plupart des gars que vous avez dans une salle comme la nôtre où on va manager une centaine d'athlètes, c'est des gars qui vont combattre pour 1500 euros, 2000 euros. C'est que 10% de 2000 euros, ça ne vous aide pas à payer les factures. C'est que vous avez plus dépensé en lui cherchant un combat, en lui trouvant un combat, en l'aidant administrativement à arriver à ce qu'il fait. Vous avez pu faire. Aujourd'hui, si tu es un mec connu et que tu donnes un cours particulier, tu te factures 200 euros le cours particulier, 200 euros de l'heure le cours particulier. C'est les tarifs qui se pratiquent quand tu as un certain nom. Comme Fernand Lopez, par exemple, et on veut faire un peu une petite leçon, c'est ça? C'est les tarifs que je pratique, oui, j'avoue. Maintenant, c'est juste pour donner une idée, un ordre d'idée en disant aux gens, quand tu vas combattre pour 2000 euros, et très peu combattre pour 2000 euros, quand tu vas combattre pour 2000 euros et que tu donnes 10% à ton manager, c'est peanuts, quoi. C'est-à-dire que le nombre d'heures qu'il perd à te matcher, à te placer, à négocier, machin, c'est très compliqué. Donc, mais encore une fois de plus, c'est pas le but essentiel. L'idée, c'est d'apporter le développement de la pratique de masse. Et dans cette masse, éventuellement, on pourra avoir un jour un Conor McGregor et ça prend du temps pour construire ça. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà essentiellement le modèle business. Ensuite, si vous avez une communication, on revient encore dessus sur la communication assez décente, vous allez peut-être aller chercher des partenaires qui vont vous aider comme MyProtein. Quel est le sponsor de Fernand Lopez et du MMA Factory aussi, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je me suis permis de prononcer le blaze parce qu'effectivement, tu représentes mieux que moi MyProtein. C'est magnifique. Merci beaucoup. Tu représentes pour tous les deux. Et donc, tu vas aller chercher plein de partenaires. Nous, on a la chance d'avoir Defense, qui est un partenaire de l'UFC. On a la chance d'avoir Boxing Shop. On a la chance d'avoir Elion. On a la chance d'avoir quoi d'autre Et Lyon, ouais, Boxing Shop. Et l'Île-de-France aussi. Il y a le logo Île-de-France aussi, vous êtes partenaire. La région Île-de-France, c'est ça. On a notre partenaire de la région Île-de-France qui nous aide dessus. Merci à Madame Pécresse et Monsieur Patrick Caram. Et puis, on a plein de partenaires qui soutiennent les lunettes de soleil, par exemple. C'est optical.com qui nous aide. On a, c'est toujours une horreur de se lancer dans le fait de... Le name dropping, ouais. Et quand tu oublies certains, t'es mort en guerre, tu vois ce que je dis. Quand tu oublies certains, t'es mort en guerre. Mais en tout cas, je ne sais pas, je pense pas que j'ai oublié. J'ai l'impression quand même que j'ai oublié, mais je sais pas exactement. Vous avez eu une réponse exhaustive de la part de Fernand. On enchaîne avec une deuxième question. Question de Skirt. Son classement, le classement de Fernand Lopez, des top 5 des meilleurs coachs de MMA français, actuels et all-time, / pas en activité. Oh là là. Ah là c'est compliqué. Voilà, là c'est, si vous voulez, le King Energy polémique, c'est celui-là. Mais non. Oh là là. Ça c'est compliqué ça comme question parce que surtout de ma position. Tu fais quoi? Tu commences par quoi? C'est-à-dire que d'habitude, je ne botte pas en tout, je réponds à toutes les questions, mais ça, c'est une question à embrouille. C'est une question à embrouille dans le sens où, honnêtement, ce que je pense, vous me demandez de parler du MMA mondial, je saurais mieux en parler, des coachs du MMA mondial, mais
Non. Il ne peut pas. Je préfère pas parce que si je vais dire beaucoup, les gens seraient surpris par ma lecture du coaching et ce que je pense d'être un bon coach et pas bon coach. C'est vraiment, c'est pas, ça va faire beaucoup de boulot. C'est pas vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Voilà quoi. On a un très bel enseignement pédagogique, mais purement sur le pur MMA, c'est complexe pour moi de faire un classement du top 5 des coachs de MMA. Non, je peux juste te dire, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais euh, de ces petits détails-là qui font de nous un bon coach, de complètement sacrifier sa carrière. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années que je suis jury sur les examens sur tous les niveaux des diplômes d'État, même le diplôme d'État supérieur où je suis jury à la DR de l'Île-de-France. Ça fait plusieurs années où je travaille dessus et je sais que si je juge une séance péda et que j'ai un professeur qui est en train de s'entraîner avec ses élèves, c'est rédhibitoire. Je sais que je vais demander à ce que mes coachs se mettent à l'extérieur pour qu'ils puissent corriger mes athlètes en temps réel et qu'ils puissent vraiment leur donner de leur temps parce que c'est très difficile de boxer et de corriger ce qui se passe à côté. C'est une perte de temps parce qu'en réalité, on fait évoluer les jeunes pendant qu'on y est. Je pense que il y a il y a une c'est compliqué, c'est trop compliqué. Il est dans la sauce. Bah voilà, c'est quand même dingue. Hein. Il a fallu attendre, je crois, le 30e épisode pour réussir à le mettre dans une situation comme ça. Donc bravo à Skurt, mais en tout cas, oui. Bravo à lui, je jette l'éponge. Je sais il faut savoir. C'est complexe, c'est-à-dire que je vais développer dessus pendant très longtemps et il y a des personnes que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup, qui sont qui sont censés être des bons entraîneurs, mais qui ne sont pas selon moi. Hein. Euh, au fond de moi, je sais que, OK, il est correct, mais au fond, non. Soit parce que le mec, euh, N'en dis il a pas eu un plus, n'en élève. dis pas plus, n'en dis pas plus, parce que là, tu vas perdre des amis. Non, 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 stop, 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 stop. On va parler, justement, tu parlais des meilleurs coachs mondialement. Il y a récemment, tu avais fait un post sur Trevor Whitman. Petite parenthèse, UFC 268, Trevor Whitman, Justin Gaethje, Michael Chandler, Rose Namajunas, Wally Jeng et Kamaru Usman, Colby Covington. Toi, être dans cette situation-là, est-ce que ce serait un rêve ou un cauchemar? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Nous, on a eu ça plusieurs fois à un niveau beaucoup moindre. Hein. Il est arrivé qu'on a eu au Cage Warrior avec Senga sur la même carte ou Sia. Il est arrivé qu'on ait à l'UFC avec 2 ou 3 athlètes sur la même carte. Et pourtant, c'était pas les ceintures, les titres mondiaux, mais c'est un cauchemar parce que on est même arrivé à prendre des décisions pour isoler les cellules. Ça veut dire que si j'avais Ousmane Kamau, et puis Rose, et puis qui d'autre Et Justin Zaki, Gaethje. Justin Justin Gaethje. Gagey, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, on fait 3 cellules complètement indépendantes. Il y a un coach du MMA Factory ou 2 coachs qui sont avec Ousmane Kamau, 2 coachs qui sont avec Rose, 2 coachs qui sont avec Justin Gagey et qui ne fonctionne qu'entre elles déjà parce que ça, même on l'a fait déjà longtemps avec le Covid, mais ça prend encore beaucoup plus la place à la période de Covid où on ne change pas, on ne interchange pas les sparring partners et les coachs pour éviter qu'il y ait de la contagion. On se teste et on s'entraîne en cellule. Mais au-delà de ça, longtemps avant le Covid, on était encore, c'était à l'époque du Cage Warrior, on demandait au Cage Warrior de nous trouver 2 salles ou 3 salles d'échauffement différentes de façon à ce que s'il y a un athlète qui perd son combat,
qui ne ramène pas la mauvaise énergie tout de suite de la cage et qu'il faille repartir dans la cage avec une mauvaise énergie. On les mettait dans des cellules différentes et on s'est débrouillé pour qu'ils ne se croisent pas jusqu'au combat et que si jamais il y a un qui perd, que l'autre ne soit pas dans ce mood de défaite, qu'il ne soit pas obligé d'apporter de l'empathie à l'autre qui rentre dans les vestiaires alors qu'il est en mode chien de la casse pour aller chercher un autre combat derrière. Et ça a plutôt marché. C'est-à-dire que quand on a fait les calculs statistiquement, on s'en sortait mieux quand on avait cette méthode d'isoler dans des cellules différentes. Même si moi, en tant que head coach, je naviguais de cellule en cellule pour aller me rassurer que tout se passait bien, mais au moins les cellules étaient complètement indépendantes les unes des autres. Mais non, c'est un cauchemar. Attention, c'est très bien, c'est une très belle réussite que ce sont des problèmes de riches, c'est qu'il a la très mauvaise humaine. C'est bien ça d'avoir ce genre de problème. Ça veut dire qu'on a percé, qu'on est bien, mais cependant, ça reste un cauchemar. Donc voilà, l'UFC 268 prévu le 6 novembre prochain. Il y aura aussi Nassourdine Imavov contre Elmen Shabazian sur la carte du Madison Square Garden. Dernière question, Fernand. Donc la semaine dernière, il nous a dit, les gars, continuez, c'est comme ça qu'il y aura le super fight. Enfin, oui, super fight, et qui arrivera peut-être à Paris. Cyril Gane contre Francis Ngannou, donc question de Neo Jeff. Durant le combat contre Francis, comment compte-t-il, donc il, c'est toi, communiquer ses instructions en direct à Cyril, sachant qu'il sera compris par Francis? Est-ce qu'il compte mettre en place une sorte de code? Oui, il y a toujours des codes. Ça a toujours existé, il y a toujours eu des codes. Euh, Quand Francis combattait en France, ceux qui ont une mémoire et se souviennent, quand on allait sur les compétitions en France et tout, des fameux merci Francis que je lançais souvent lorsqu'il réussissait à placer une technique parce que psychologiquement, pour un élève qui débute, c'est important de le féliciter sur les actions qu'il fait. Et donc, du coup, ce coaching qui est devenu finalement risé, on se moquait de moi parce que le mec, je lui disais, je sais pas moi, euh, enfin, il était dans la garde et, 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 euh, et pendant qu'il... Non, non, il faisait un sprawl. Et donc, il faisait un sprawl sous Zouman Assissé. Là, ça m'amuse maintenant quand on parle de Francis qui sait faire le sprawl alors qu'il le faisait depuis. Il faisait un sprawl. Et là, du coup, il avait encore les bras sous les aisselles de Zouman Assissé qui pouvait avancer sur lui. Et je lui disais, ta main droite sur la nuque. Je veux que ta main droite appuie la nuque et que son front appuie le sol fortement. Parce que du coup, c'est le gouvernail qu'on appuie et ça empêche la progression. Et donc, quand il réussissait à mettre la main dessus, je disais merci Francis, mais je disais très fort. Et ça lui donnait, enfin, c'est réconfortant de savoir que ton coach apprécie que tu viennes de lui montrer que tu comprends ce qu'il dit. Ces choses-là on les désuet comme ça quand tu les fais, mais c'est une vraie formation. Et que tu es en train d'entraîner ton gars à la coachabilité. Petit à petit, il sait que c'est comme un cheval qui saute un saut d'obstacle, on lui donne un morceau de sucre, bah, il sait que quand il va faire ça, on va remercier sa personne en disant merci Francis en haute voix et ça lui fait du bien. Bon, ça amusait le public à l'époque. Mais encore une fois de plus, il y a toujours eu des codes comme ça où il y a un langage. Je me rappelle d'un collègue, coach, qui m'avait posé la question sur une compétition, ça veut dire quoi, angle mort? Pourquoi tu dis à tes élèves angle mort, angle mort? Bah, ce sont des expressions que je crée qui nous rappellent quelque chose, qui rappellent une situation précise, contre-temps, angle mort. Ce sont des expressions que Francis connaît déjà, puisqu'il a déjà entendu parler de ça, mais qui sont des choses sur lesquelles on a évolué sur le langage, on a créé d'autres choses, et puis, bah voilà, on va trouver une manière de communiquer qui sera différente. De manière générale, il n'a pas besoin qu'on dise trop longtemps les choses, Cyril. Il n'a pas besoin qu'on développe des longues phrases. De toutes les façons, comme je vous ai dit, le coaching, c'est avec des onomatopées, des mots, et le coaching, c'est 2 secondes en avance. Quand je vous dis, il te frappe au menton, même ton bras droit, c'est trop tard.
Et si t'as frappé au menton, probablement tu dors déjà. Donc, il faut que j'ai 2 secondes d'avance et que j'ai 10 en avance. Attention, il fait semblant de vouloir lutter, mais il va te balancer un bras arrière. C'est ces 2 secondes d'avance que je dois dire, mais je dois le dire avec des codes rapides pour que la phrase ne soit pas aussi longue. Donc, Moïse, le coaching, ça a toujours eu des codes et on sait s'adapter. Ça, c'est pas un problème. On va trouver des codes. Bah voilà, c'est superbe réponse aux questions. 3 questions sélectionnées cette semaine, c'est la fin de King and the G qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur justement un réseau dédié qui s'appelle King and the G. On est sur Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe. Merci le King pour cette disponibilité, même en vacances, vous voyez, il est là tous les mardis. Bah voilà. Puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, je serai un peu plus dispo, moins en vacances. Et puis, à tous qui nous regardent, merci beaucoup. D'ailleurs, sur les commentaires, n'hésitez pas à lancer le hashtag UFC Invasion. Allez. Il faut que les Européens prennent ce hashtag et se disent que je sais pas, il faut qu'on ait un hashtag qui pousse les gars à commenter, à liker, à mettre des pouces bleus, à s'abonner au podcast, notamment La Sueur, parce qu'ils ont envie de pousser, de faire un establishment. Il faut qu'on pose l'Europe dans l'UFC. C'est possible qu'on pose l'Europe dans l'UFC et qu'on pousse la communication, que vous, les médias, vous poussiez la communication au point où nos athlètes qui sont à l'UFC et ceux qui sont en devenir pour passer à l'UFC ou même au Bellator puissent avoir un coup de pouce. Je parle de Bellator, mais j'aurais pu dire PFL aussi. Et ben voilà. Écoutez Fernand, c'est parti. Le hashtag est en marche UFC Invasion. Allez, c'est parti.